Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter la meilleure des années 2023, qu'elle vous apporte joie, amour, prospérité et toutes les choses dont on a envie dans la vie de tous les jours. Et moi je vous dis, à tout de suite pour la vidéo. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Nouveau versus aujourd'hui et nous allons nous pencher sur un livre et un film qui ont séparément chacun fait grand bruit. Ready Player One, écrit par Ernest Cline en 2011, puis adapté par ni plus ni moins que Steven Spielberg quand même en 2018. Tous deux des œuvres très appréciées séparément, il n'empêche que beaucoup des fans du livre n'ont pas forcément très bien accepté le film, en l'accusant au choix d'être trop mainstream, de retirer l'âme du livre ou de trop changer d'éléments, rendant l'histoire banale et méconnaissable. Voyons ensemble déjà le scénario de base et en 5 points, comme d'habitude, les plus gros changements apportés à l'œuvre originale. Pour l'idée générale, le livre et le film se passent dans un futur proche, en 2045, où le monde est en proie à diverses problématiques, famine, crise, guerre, catastrophes climatiques, etc. Et donc, une partie de la population s'échappe de cette réalité compliquée sur l'Oasis, un espace de réalité virtuelle accessible par une sorte de casque de VR et de gants permettant d'interagir avec le monde virtuel. À la base créé comme une sorte de MMORPG, l'Oasis est rapidement devenu un hub très important et une sorte de société virtuelle, pour lequel son créateur, James Halliday, aucun lien fils unique, est devenu incroyablement riche et célèbre. À sa mort, une vidéo sort clamant que quiconque trouvera un easter egg, un œuf de Pâques, un petit élément caché, dans l'Oasis ramassera toute sa fortune et le contrôle de sa société, GSS. Pour cela, les joueurs doivent ouvrir 3 portes à l'aide de 3 clés, celle de bronze, celle de jade et celle de cristal. Wade Watts, qui est un nom incroyablement stupide, un jeune ado vivant dans un taudis avec sa tante Alice, passe tout son temps dans l'Oasis, s'en servant pour aller à l'école sous le pseudo de Wade III ou de Parzival, et décide de chercher l'œuf laissé par Halliday en étudiant l'almanach d'Anorak, un livre laissé par Halliday et regroupant une compilation de produits culturels des années 70 et 80 dont il était fan. Le livre et le film racontent donc comment Wade parvient à trouver les 3 différentes clés et les portails qu'elles ouvrent, et sa rencontre avec d'autres joueurs dont Artemis, dont le nom honnêtement me fait bugger, blogueuse célèbre dont il tombe amoureux, H, je suppose en anglais, parce que AH c'est franchement moche, meilleur ami de Wade, Daito et Shoto, 2 frères japonais, et Nolan Sorrento, le directeur des opérations d'un gros groupe de fournisseurs internet, planifiant de prendre en charge l'Oasis et de monétiser le bébé, menaçant plusieurs fois nos héros. C'est à partir de là que le livre et le film diffèrent, donc séparation des scénarios. Wade comprend la première clé lors d'un cours de latin qui, par chance, se trouve sur sa planète virtuelle, Ludus, contenant toutes les écoles virtuelles. Parzival se rend donc à l'endroit, une sorte de reconstitution de Donjons et Dragons, et parvient à vaincre Acererak dans un tournoi sur le jeu Joust. Il y rencontrera Artemis pour la première fois, là depuis longtemps mais incapable de vaincre le méchant. Après lui avoir donné un petit tips comme un gentleman, Wade part armé de la première clé sur laquelle se trouve une inscription pour se rendre au portail qu'elle ouvre. Pour accéder au portail, il doit jouer à un jeu et remplir un rôle dans un film, ce qu'il réalise sans problème, et une énigme pour la clé de jade lui est donnée. Sa découverte de l'indice permet à Wade de monétiser son avatar et de gagner ainsi de l'argent, mais lui attire aussi l'attention de Sorrento qui veut embaucher Wade afin qu'il les aide, lui et ses sbires, appelés des Sixers, des chercheurs d'œufs professionnels, mais bien sûr, il refuse. Sorrento le menace IRL, l'Oasis couvrant normalement l'anonymat, mais Wade refusant encore, Sorrento fait exploser le logement de Wade. Choqué, celui-ci se crée une nouvelle identité et se trouve un nouveau logement plus proche des serveurs de l'Oasis. Quelques quiproquos inintéressants plus tard et 5 mois se déroulent pendant lesquels personne ne trouve la clé de jade. Artemis et une vague de Sixers finissent par la trouver et grâce à un type d'H, je viens de me rendre compte que ce nom est super problématique, Wade se rendra sur la bonne planète virtuelle où il doit battre un jeu textuel pour récupérer la clé de jade, elle aussi possédant des inscriptions pour trouver le portail. Daito est tué dans la réalité et c'est globalement la merde. Wade trouve enfin le portail, bat les jeux nécessaires et récupère la clé de cristal, transformée depuis la guitare d'un jeu vidéo. La clé de cristal indique la forteresse virtuelle de Halliday, mais celle-ci est gardée par les Sixers.
Wade décide donc de se créer une autre fausse identité et de se faire enrôler par la société IOI pour pouvoir s'introduire dans le château. Wade trouve dans les dossiers de l'entreprise des documents incriminants, validant par exemple le meurtre de Saito, ainsi que le fait que les identités et lieux d'habitation de H, Shoto et Artemis sont connus. Wade les implore de quitter leurs habitations et de l'aider à affronter les Sixers. Et ils sont rejoints par Ogden Morrow, cofondateur de l'Oasis, qui leur promet aide matérielle et financière. Le lendemain, la bataille fait rage à l'aide de robots mécaniques à la Transformers. Shoto se sacrifie pour affronter Sorrento, permettant aux autres d'accéder au château. Sorrento active un artefact balayant tous les avatars, mais Wade, grâce à une pièce gagnée dans un jeu précédemment, revit et affronte le dernier portail avec le jeu d'arcade et le film des Monty Python Sacré Graal, où il doit rejouer des scènes. En gagnant, il se retrouve transporté dans une réplique du bureau d'Hallyday, remplie d'ordinateurs et de consoles. Il trouve enfin l'œuf dont la quête a commencé quand même 5 ans plus tôt, lui donnant les pouvoirs de Hallyday. Il s'en sert pour réanimer les avatars de ses amis, avec qui il partage la fortune de Hallyday et diffuse les preuves incriminantes contre Sorrento, entraînant son arrestation. Il quitte ensuite l'Oasis pour rencontrer Artemis, IRL, avec qui il échange même un petit bisou. Repartons au début. Wade se renseigne énormément sur la vie d'Hallyday et apprend que Morrow, cofondateur de l'Oasis, a vendu ses parts suite à un triangle amoureux bizarre entre lui, Kira, sa femme, et Hallyday. Il comprend alors comment trouver la première clé, ce qui le mène à une course automobile vraiment cliché. Artemis, H, Daito et Shoto l'imitent, trouvant également la clé. Artemis et Wade vont dans un bar chic pour flirter, what the fuck, évitant de justesse un assaut de l'IOI et de Sorrento, Wade ayant refusé de travailler pour lui. Sorrento fait péter l'immeuble où vit Wade, c'est un peu extrême mais YOLO, et il est recueilli par Artemis de son vrai nom Samantha Cook. Le deuxième portail est également basé sur la relation ou la non-relation entre Hallyday et Kira, et il gagne un pari face à un PNJ qui lui donne une pièce. Wade et compagnie comprennent que la seconde épreuve se trouve dans l'Overlook de Shining et s'en tirent. La maison d'Artemis est attaquée, elle est envoyée en travail forcé pour soi-disant nettoyer la dette de son père, et Wade s'échappe, retrouvant ses amis qui se planquent dans un camion postal. La troisième épreuve doit être jouée sur la console préférée de Hallyday, une Atari 2600, mais Sorrento a fomenté un plan pour protéger l'endroit grâce à un champ de force. Wade recrute des joueurs pour attaquer le château de Sorrento, et Artemis IRL arrive à briser le champ de force et à s'enfuir grâce à Wade. Et les joueurs gagnent contre Sorrento, qui déclenche la même bombe que dans le livre, mais Wade y survit toujours grâce à sa pièce. Il parvient à terminer le dernier jeu et obtient la troisième clé, ouvre le coffre qui contient un avatar d'Hallyday qui lui donne le droit de propriété sur l'Oasis. Wade et ses copains font arrêter Sorrento, prennent le contrôle de l'Oasis et en annoncent la fermeture tous les mardis et jeudis pour que les gens n'oublient pas de profiter du monde réel. Même si apparemment, du coup, les gens ne pourraient plus aller à l'école le mardi et le jeudi, ce qui est quand même ballot. Le truc avec Ready Player One, c'est que l'œuvre originale et son adaptation sont très similaires dans l'idée et en apparence, comme le montrent ces deux scénarios. Le début et la fin vont plus ou moins au même endroit, et même si les jeux ne sont pas les mêmes, il y a bien cette idée de clé et de portail, mais pas tout à fait non plus. Voyons cela avec les 5 différences. Wade et les autres personnages. Un truc qui ne vous aura peut-être pas échappé si vous avez lu le livre puis vu le film, mais le Wade du livre est sensiblement différent du film. Déjà, et un truc qui est selon moi un bon changement, c'est que Wade est décrit comme en surpoids dans le livre. Ça rajoute au cliché du geek pour moi et c'était vraiment pas nécessaire. Wade est aussi montré comme plus précaire et pauvre dans le livre, et plus à l'aise financièrement dans le film. Son succès financier au cours de l'aventure est aussi différent, via des sponsors dans le livre et en étant crédité en gagnant les clés dans le film. Sa tante Alice et lui ont plus d'interactions dans le film que dans le livre, rendant sa mort beaucoup plus marquante. En règle générale, les personnages et leurs interactions sont bien différentes. Artemis est rencontrée bien plus tard dans le livre par exemple, ce qui crée une vraie hype autour du personnage, car elle est très connue dans le virtuel, ce qui n'est pas du tout présent dans le film. Et dans le film, elle est censée être une sorte de résistante anti-IOI, ce qui n'est pas, mais alors pas du tout le cas dans le livre. Iroh, un personnage tertiaire du livre, traînant dans la forteresse de H de temps en temps, est devenu un mercenaire engagé par Sorrento. Celui-ci d'ailleurs a un background bien différent dans le film, devenu ancien stagiaire de Hallyday et Morrow qui a une dent contre ses ex-supérieurs. Ce qui le rend complètement stupide d'ailleurs. Morrow est d'ailleurs devenu complètement anecdotique dans le film, devenu seulement celui qui a réussi à pécho Kira, plus qu'autre chose. Et pour finir sur les persos, Daito et Shoto, deux frères dans le livre, dont un n'a que 11 ans d'ailleurs, ne sont pas aussi importants dans l'histoire, et Daito n'est pas tué dans le monde réel, ce qui est compréhensible parce qu'encore une fois ils sont extrêmement jeunes. Les clés et les missions. Le principal changement apporté à l'œuvre originale est bel et bien la manière dont les clés et les missions sont menées à bien. La première clé, la clé de bronze, est trouvable sur Ludus, la planète école, et nécessite une bonne connaissance de Donjons & Dragons et du jeu Joust.
Ah non, c'est pas parce qu'on le fait d'un côté qu'on le fait pas de l'autre. Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Spielberg, ne connaissant pas Twitch et s'étant probablement dit que regarder un mec jouer à un jeu vidéo étant ennuyant à mourir, clairement il ne connaît pas Antoine Daniel, a décidé de balancer tout ça sous le tapis et de faire une course de voiture. Comme dans Spy Kids 3, comme dans Speed Racer, comme dans tant d'autres films d'ailleurs, incluant d'autres références pop culture non présentes dans le livre, car plus 90s que 70s. De la même manière, il n'y a pas de différence dans le livre entre les clés et les portails. Quand Wade gagne la clé, il remporte l'épreuve, alors que le livre sépare bien les deux. Tout le point consiste en utiliser les indices sur les clés pour trouver le portail et le vaincre à travers une autre série de jeux. Cela diminue du coup le temps passé dans le film pour compléter la quête, de 5 ans à quelques jours quand même, et diminue le nombre de références à la pop culture à placer dans le film, en évitant ainsi un possible côté répétitif qui serait malvenu dans un film. Chercher des indices, passer un jeu, trouver une clé, chercher des indices, passer un jeu, passer le portail, à répéter 3 fois. Du coup, ça a drastiquement changé tout le passage sur la clé de Jade. Le film War Games, que doit passer Wade probablement jugé trop peu connu, et le jeu textuel Zork sont remplacés par The Shining avec une scène à zombies typiquement hollywoodienne qui n'a rien à voir avec le bordel. Les références à la pop culture. Conséquence directe du point précédent, les références à la pop culture sont largement différentes dans les deux œuvres. Le vrai travail de Spielberg a été de moderniser entre guillemets les références à la culture pop. Le livre est une déclaration d'amour aux années 70 et 80 qui, il va sans dire, ne parle pas assez au grand public pour un film massivement mainstream. Et j'avoue que c'est pas plus mal, parce que ça me saoulait incroyablement dans le livre, et tout le côté « il n'y a jamais rien eu de mieux depuis » me saoulait prodigieusement. D'autant qu'il renforce l'idée qu'être geek signifie être un petit con gatekeeper, ce qui est juste chiant et qui fait chier tout le monde. Surtout que le livre est basé dans notre futur, et qu'on peut donc imaginer que d'autres films, livres ou jeux vidéo ont explosé le box-office depuis. Ce qui est déjà le cas dans notre monde en 2020 d'ailleurs, parce que quiconque dit aujourd'hui que la Atari 2600 est la meilleure console du monde a vraiment un pet au casque. Donc, adaptation au grand public signifie références différentes. Adieu obscur jeu d'arcade oublié par même le JDG, et hello référence plus 90. J'avoue que ça enlève une partie de l'ambiance du livre, ceci dit, car ce n'est pas fait avec la plus grande subtilité, et les remplacements se sentent, donc au final, je trouve ça relativement raté. Ceci dit, pour donner du crédit à Spielberg, parce que ça lui est dû, il ne faut pas oublier les problèmes de droit et de copyright associés à l'utilisation de références culturelles au cinéma, qui ont dû sévèrement impacter le scénario. Le monde et le virtuel. Un petit point rapide, mais le monde réel et virtuel de Ready Player One sont assez différents dans les deux œuvres. Je trouve personnellement que le monde a l'air beaucoup plus dystopique dans le livre, ce qui vient de l'introduction beaucoup plus détaillée du livre squeezé du film. Oui, Wade a l'air pauvre, mais la description donnée de l'appartement de la tante Alice, de la cache de Wade et de ses conditions difficiles, le poussant au virtuel, donne une toute autre image de l'état du monde que le film. Des villes entières sont rasées par la guerre nucléaire dans le livre quand même. De même, l'Oasis et l'utilisation du virtuel a l'air bien différent dans le film, utilisé comme une sorte de méga MMORPG plus que comme une véritable sous-société à part. Et la navigation entre les planètes a aussi l'air complètement différente que celle décrite dans le livre. L'Oasis est décrite dans le film comme un paradis virtuel où tout est possible, alors que le livre explique bien que chaque planète est payante à l'accès, empêchant Wade de vraiment profiter de l'espace virtuel au début du livre. La fin. Dans le livre, Morrow prend une part beaucoup plus active dans la conclusion de l'histoire. Les héros le rencontrent en vrai et se rencontrent IRL pour la première fois, y compris Wade et H, amis de longue date, et il leur offre son soutien financier et matériel pour battre Sorrento. Dans le film, la bataille contre Sorrento se passe en parallèle d'une course-poursuite IRL, et Artemis est infiltrée en tant que Sixter. Si la passation de pouvoir et de fortune entre Wade et Halliday est plus ou moins la même, le résultat est assez différent. Le Wade du livre réalise qu'il ne désire plus prendre part à l'aventure dans l'Oasis, au profit de son histoire avec Artemis, alors que le Wade du film désire clairement continuer son utilisation, en fermant l'Oasis 2 fois par semaine quand même, ce qui est complètement con, puisqu'on sait que l'Oasis est utilisé par les écoles du monde entier. Et que des entreprises le font aussi probablement, donc... Ready Player One, pour moi, montre un des plus gros défauts d'Hollywood quand il s'agit de tenter de capitaliser sur un livre qui a bien fonctionné. Tout n'est décidément pas adaptable, en les faits, au risque de perdre l'essence même de l'œuvre. De par son utilisation de passages de jeux vidéo parfois assez longues et répétitives et de licences protégées, Ready Player One a dû massivement modifier son scénario pour pouvoir être transposé à l'écran. Même si ce n'était pas quelque chose que j'ai apprécié, et en règle générale, j'ai vraiment pas trouvé Ready Player One sympathique, tout le propos du livre était de rendre hommage à cette sous-culture geek des années 70 et 80, et on est complètement passé à côté de ça dans le film.
au profit d'un film plus facile à capter par le grand public. L'action y est beaucoup plus présente, comme dans le jeu de voiture et la course-poursuite, la relation amoureuse entre Artemis et Wade et entre Kira et Hallyday prennent beaucoup plus de place dans le film que dans le livre, trop même. Et le timing de l'histoire, encore une fois, est sévèrement réduit, rendant la course à la quête de l'œuf beaucoup plus intense, moins réfléchie et moins complexe. D'un livre presque penchant au thriller pour la recherche d'indices, on passe à un film certes fun et coloré, mais encore une fois incroyablement banal, se servant des mêmes sempiternels clichés pour attirer le chaland. Les références méga connues à Jurassic Park et Shining, le triangle amoureux bateau et des amourettes d'ado et leur lot de drama, du grand spectacle, du boom, le héros qui chope la princesse à la fin contre le grand méchant. Et c'est pas pour rien si, malgré son succès, le film a plutôt déçu les fans, en enlevant le côté recherche d'indices pour les portails et les clés, et en n'essayant pas de calquer les références plus anciennes. Après tout, rien n'empêche de créer quelque chose qui y ressemble sans être la vraie référence. Une partie de l'âme du livre a été enlevée. Cela n'est pas aidé par des personnages aussi caricaturaux et bateaux, je l'avoue, ni par les CGI qui sont moches. Et le film a moins de 10 ans, hein. Il en a 4. C'est chaud. Et ok, le livre de base n'a jamais été un canon de littérature. Au mieux, c'est assez médiocre, une longue liste de références avec la vie de Wade attachée, avec tout le gatekeeping et le sexisme attaché de manière cliché à l'environnement nerd. Et le film a fait un peu ce qu'il a pu avec son matériau de base, les changements nécessaires associés au changement de médium et au copyright n'ont fait qu'empirer et affaiblir une histoire déjà faible et franchement pas top à la base. Au final, c'est un film sympathique, si on oublie l'histoire originale, mais une adaptation vraiment foireuse. Ça arrive. Merci à vous pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si vous avez entendu Anakin miauler, il n'est pas maltraité, c'est juste que je ne m'occupe pas de lui. Donc du coup, il essaye de faire son intéressant. Si vous avez des chats, vous connaissez le problème, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Je vous laisse dans la description mes différents réseaux sociaux, mon Tipeee si jamais vous voulez participer de quelque manière que ce soit à la chaîne. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours apprécié. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'univers.